Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Alors, le Heisenbach distingue dans la méthode scientifique le contexte de justification et le contexte de découverte. Alors, le contexte de découverte, c'est ce qui mène à un résultat théorique. Le contexte de justification, c'est ce qui concerne la vérification d'une théorie ou d'une hypothèse, indépendamment de la manière dont on l'a obtenue. Cette dichotomie a parfois été discutée, parce qu'il peut arriver qu'elles sont plus ou moins entremêlées, mais elle a le mérite au moins de distinguer deux choses fort différentes, parce que pour ce qui est des résultats de découverte, il n'y a pas de règle logique ou de machine à découverte, de machine à découvrir des connaissances. C'est toujours de ce côté-là que se cache le génie. Tandis que le contexte de justification, lui, peut avoir une méthodologie précise. Le cours a d'ailleurs ainsi montré qu'il n'existe pas de méthode scientifique qui régit totalement l'activité scientifique. Encore heureux pourrait-on dire, sinon être scientifique serait être réduit à suivre une recette comme un robot. Mais il n'y a pas de recette générale de création des connaissances. Mais il y a tout de même un certain nombre de méthodes et de guides pouvant aider à la découverte. Alors, pour ce qui est des méthodes de justification, celles-ci sont basées essentiellement sur la logique, avec trois modes principaux de raisonnement: l'induction, la déduction et l'abduction. Nous y reviendrons. Pour ce qui est des contextes de découverte, donc des méthodes, il y en a plusieurs. Il y a l'expérimentation, la modélisation, la simulation numérique, plus éventuellement des méthodes plus singulières propres à telle ou telle discipline. Alors, l'observation, c'est le suivi d'un objet ou d'un phénomène sans volonté de le modifier. L'observation utilise, bien entendu, des moyens appropriés, des instruments facilitant l'observation. C'est une méthode utilisée dans toutes les sciences de la nature, telles que l'astronomie, la physique. Le but étant d'observer un objet sans l'influencer, sans l'altérer, le dénaturer ou interférer avec ce qu'il fait. C'est important dans la mesure où on souhaite observer le phénomène et non pas nos propres actions. Par exemple, l'observation est centrale en astronomie. Pour une raison bien simple, bien sûr, il est difficile d'atteindre les étoiles. Cette idée de ne pas influencer le phénomène peut parfois poser des difficultés. Ainsi, dans le domaine de la physique quantique, où tout acte d'observation influence le système observé. Par conséquent, dans ce domaine, l'acte d'observation fait partie du paradigme scientifique et est inclus à l'ensemble de la théorie. À côté de l'observation, il y a l'expérimentation, qui consiste là à provoquer les phénomènes que l'on désire étudier. Cette approche expérimentale a été étudiée et formalisée depuis très longtemps, depuis Francis Bacon, que nous avons vu, où s'est dégagé le concept d'expérience cruciale capable de valider ou réfuter une hypothèse. Alors, ce concept d'expérimentation, issu initialement de la physique et de la chimie, s'est depuis répandu dans de nombreux domaines.
Nous l'avons vu par exemple avec Claude Bernard dans la médecine. Dans certains domaines, comme la biologie, les sciences de la Terre ou de la vie, l'expérimentation est plus difficile. D'abord parce qu'il y a parfois beaucoup de paramètres qui peuvent jouer dans le phénomène, et aussi parce que parfois il est très difficile d'isoler le système que l'on veut étudier, expérimenter, d'autant plus qu'il ne s'agit pas de le dénaturer. Si vous voulez étudier un être vivant et que vous supprimez l'air autour de lui pour qu'il ne soit pas perturbé, il va mourir asphyxié, le pauvre animal. Et c'est en effet un objectif important de l'expérimentation, c'est de créer des expériences qui sont épurées, les plus simples possibles, de façon à dégager les éléments essentiels des phénomènes, des théories ou des hypothèses que l'on étudie. Notons que depuis le réfutationnisme que nous avons vu, et donc la critique du vérificationnisme, l'idée d'expérience cruciale est tombée un peu en désuétude. On considère qu'il n'y a plus vraiment d'expérience cruciale, mais que les résultats d'une expérience vont seulement conduire à des ajustements, des améliorations de la théorie, et qu'il faut toujours considérer le tout. Il faut considérer la théorie, ses hypothèses dans son ensemble, mais également l'ensemble des expériences qui valident la théorie. Cela forme un tout. Et les ajustements et les améliorations de la théorie ne sont pas toujours faciles. Il peut y avoir des choix à faire on peut modifier telle hypothèse, on peut modifier telle construction, telle explication, ajouter des éléments. Là, on rentre dans le contexte de la découverte, à savoir comment découvrir quelque chose et comment trouver la bonne explication, et où ce n'est pas toujours facile de le formaliser, et même parfois impossible, et où l'étincelle de génie se cache parfois. Donc, interpréter une expérience, ce n'est pas que de la science pure, c'est aussi de l'intuition de l'art. Une autre méthode, ce sont les modèles. Alors, on les rencontre dans de nombreux domaines, physique, chimie, astrophysique, sismologie, météorologie, etc. Le but est de construire un modèle simplifié de la réalité, de façon à mettre en évidence ce qui nous intéresse dans le système modélisé, en utilisant les lois théoriques ou les hypothèses déjà connues. Et ce modèle est ensuite confronté à la réalité par l'expérience ou l'observation. Un exemple très simple, c'est la chute des corps, la chute d'une pomme. Lorsque l'on observe la chute d'une pomme et qu'on utilise les lois de la gravitation universelle, on considère la pomme un peu comme un point matériel, un point massif qui chute. On met de côté tout ce qui concerne la forme de la pomme, sa couleur, son odeur, la texture de sa chair, sa composition chimique, toutes choses d'ailleurs qui n'entrent pas dans le cadre de la théorie de la gravitation universelle. Donc on crée un modèle simple de description de la chute de la pomme. Sans ce type d'approche, la théorie de Newton n'aurait jamais vu le jour. Il y a d'autres types de modèles. Là, on parle plutôt de modèles théoriques, mais il y a aussi des modèles physiques, dont un exemple simple est simuler la chute d'une météorite à l'aide d'une bille dans un bac à sable.
C'est aussi la construction de maquettes. Maquettes d'avions, maquettes qu'on va tester dans des souffleries, maquettes de bateaux, maquettes de fleuves, pour étudier la construction d'un barrage. Le but de tel modèle est de vérifier que l'on obtient les résultats attendus avec la théorie et aussi parce que, par exemple, pour un avion, il est beaucoup moins coûteux de construire une maquette qu'un avion réel. Il vaut mieux se rendre compte qu'il y a des problèmes avec la maquette qu'avec le vrai avion. On utilisera aussi de tels modèles pour des objets qui nous sont inaccessibles, tels que la modélisation d'une étoile, par exemple. Dans ce processus, on utilise des outils tels que l'analyse dimensionnelle, qui permettent de dire comment les grandeurs physiques sont influencées par le changement de taille. Puisqu'on construit des objets plus petits, il faut savoir dans quelle mesure les valeurs mesurées correspondent à des valeurs sur l'objet réel. Si l'on double la taille, qu'en est-il de l'énergie, de la vitesse, de la masse et de la résistance des matériaux, etc. Une approche plus récente sont les simulations numériques. C'est très semblable à la modélisation dont nous venons de parler, sauf qu'elle se fait sur ordinateur. La simulation numérique offre deux avantages par rapport au modèle physique. C'est qu'elle est beaucoup moins coûteuse et beaucoup plus souple. Et plus rapide aussi d'ailleurs, ça fait trois avantages. On met très facilement en place un modèle numérique, il ne convient pas, on modifie les paramètres, on fait des changements, jusqu'à obtenir satisfaction. En général, on passe quand même par l'étape modèle physique, pour les raisons qui ont déjà été dites, parce que c'est inévitable, on ne sait pas faire autrement que pour les étoiles, ou parce que ça coûte moins cher de fabriquer une maquette qu'un avion. Mais l'étape numérique est devenue très pratique parce qu'elle est rapide, facile, souple et peu coûteuse. Il y a aussi d'autres avantages, d'autres usages aux simulations numériques. C'est qu'une simulation numérique permet de construire des usages, des applications qui évitent d'être confrontés au sujet réel. Prenons par exemple les simulateurs de vol. Simulateurs de vol simulent toutes les conditions de fonctionnement d'un avion, d'un hélicoptère, d'une fusée, sans devoir construire cet avion, cet hélicoptère, cette fusée, et elle simule également toutes les conditions extérieures, les conditions météorologiques, etc., sans devoir confronter un étudiant, un apprenti, aux conditions réelles où les erreurs pourraient amener à le tuer. Alors que dans le simulateur, si comme une erreur, il y a juste un game over sur l'écran. C'est beaucoup moins dangereux. C'est aussi on est pris du cœur. Les simulateurs permettent également de simuler de nombreuses pannes, de nombreuses situations que l'on pourrait rencontrer en réalité, et ainsi de voir si tous les protocoles, toutes les méthodes prévues sont suffisantes pour y faire face. C'est très important en aviation, en particulier en aviation civile, bien entendu, où il faut être sûr que lorsqu'on embarque des passagers, qu'on pourra tout faire pour les garder en vie en cas de problème. Et ça, la simulation numérique peut être pratique aussi pour simuler des situations pour lesquelles il est difficile ou voire impossible de construire des modèles physiques. Vous vous rappelez, on a parlé du champ magnétique de la Terre, où il est très difficile de simuler dans un laboratoire le phénomène de dynamo magnétique dû au cœur liquide, au noyau liquide de la Terre.
simplement parce que là, la gravité y est sphérique, orientée dans tous les sens, alors que dans un laboratoire, la gravité est toujours dans un seul sens, vers le bas. La simulation numérique, bien que difficile, très complexe, elle n'a pas ce problème. Sa seule difficulté, c'est le temps de calcul et le volume des données qu'il faut traiter. La simulation numérique permet aussi d'aborder des situations qui sont difficiles à mesurer, qui nous échappent. C'est le cas, par exemple, des collisions de particules, des collisions de particules atomiques élémentaires. On fait des mesures, mais ce qui est mesuré dans les grands accélérateurs, ce sont les conditions initiales, ce sont les trajectoires suivies par les particules, leurs impacts dans divers détecteurs, mais la collision de deux particules elles-mêmes est si brève qu'on ne peut pas l'observer. Tellement elle est courte, à la fois en temps et en taille, bien entendu, de la taille des particules subatomiques. Donc, mais on a des bonnes théories, des théories très puissantes. Les calculs ne peuvent souvent pas être menés à la main. Dès qu'on a des processus avec une certaine valeur de l'énergie, il y a tellement de réactions possibles que les calculs à la main deviennent inextricables. Donc, on mène des simulations numériques afin de voir qu'est-ce qui se passe et on peut alors confronter les résultats à l'expérience pour vérifier que la théorie qui a servi à construire la simulation numérique est correcte. Voilà, nous continuerons dans la vidéo suivante, toujours avec la méthode scientifique. Merci.